Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont positifs en Europe. À mi-séance, vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi, le marché qui retient la dernière communication de Jérôme Powell hier soir. Dans une semaine qui sera marquée par de nombreuses prises de parole des banquiers centraux. Jérôme Powell s'exprimera à nouveau d'ailleurs d'ici la fin de semaine. Christine Lagarde est amenée également à répéter l'exercice de communication ces prochains jours. Jérôme Powell qui n'exclut rien pour les prochains meetings de la Réserve fédérale américaine. Y a-t-il un cas possible pour des hausses de taux de 50 points de base ? Oui, sans doute. C'est ce qu'a répondu hier Jérôme Powell. Le prochain meeting se tiendra au mois de mai. On voit d'ores et déjà la banque Goldman Sachs qui anticipe désormais que les 2 prochaines hausses de taux de la Fed se feront à un rythme de 50 points de base, donc pour le meeting de mai et pour le meeting de juin. Le marché obligataire en prend acte et continue sa correction avec des taux qui touchent de nouveaux pics, 2,35 sur le 10 ans américain et par sympathie les taux européens qui remontent également, 0,50 sur le 10 ans allemand, ce qu'on n'a plus vu depuis 2018 maintenant, et 1% aujourd'hui sur le 10 ans français. Voilà pour le résumé des infos banque centrale du moment. Du côté de Pékin, on se prépare à relancer et à soutenir l'économie. Les promesses ont été faites de la part du vice-premier ministre Liu He ou même du premier ministre Li Keqiang ces derniers jours. Quelle est la stratégie de croissance de Pékin aujourd'hui dans un contexte de crise géopolitique bien sûr, mais dans un contexte de crise sanitaire qui a du mal à s'effacer? Nous en parlerons dans un instant avec Laetitia Badès qui est responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis dans ce contexte de marché, quelle stratégie adopter désormais alors que les indices actions majeurs ont effacé la guerre, en tout cas sont revenus au niveau qui prévalait avant le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. On a même des indices qui sont positifs désormais sur cette période, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quelle stratégie d'investissement adopter dans ce contexte? Nous en parlerons également dans cette demi-heure avec Patrick Guérin qui sera à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Les taux et les actions qui montent de concert, voilà la dynamique du jour sur les marchés. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Eva Ben Saadi. La Bourse de Paris reprend des couleurs, repart de l'avant ce mardi, soutenue notamment par le secteur de l'énergie, mais aussi par le secteur bancaire qui réagit pour sa part aux commentaires du président de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell a en effet déclaré hier soir que la Fed devait agir rapidement pour maîtriser une inflation trop élevée et qu'elle pourrait, si la situation l'exige, se montrer plus agressive. Il prévoit plusieurs hausses de taux de 50 points de base en 2022 si nécessaire. Le conflit en Ukraine reste lui aussi au cœur des préoccupations des investisseurs, alors que la guerre dure depuis désormais près d'1 mois. Le président ukrainien a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit, notamment autour du statut des territoires séparatistes. Les investisseurs surveillent aussi ce qui se passe du côté du secteur pétrolier, puisque les Européens pourraient envisager d'imposer des sanctions sur le pétrole russe. Du côté des valeurs, donc pour l'instant, Total Energy poursuit sa progression en dépit du tassement du baril de Brent de la mer du Nord. La valeur d'Engie est également en hausse à la mi-journée. Autre valeur liée aux matières premières, ArcelorMittal, qui monte également ce mardi. Les banques, elles aussi, je vous le disais, portent le CAC à la mi-journée. BNP Paribas avance autour de 2% après avoir annoncé sa décision de suspendre tout nouveau financement en Russie. Crédit Agricole et Société Générale la suivent de près. Enfin, le groupe Air Liquide, lui, évolue légèrement dans le rouge alors qu'il a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2025. Le spécialiste des gaz industriels prévoit aussi d'au moins tripler son chiffre d'affaires dans le domaine de l'hydrogène pour atteindre plus de 6 milliards d'euros d'ici 2035. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Saadi.
Et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. On discute régulièrement avec vous des affaires chinoises. C'est votre domaine d'expertise chez CPR Asset Management, avec une promesse qui a été faite par des officiels de très haut rang, le Premier ministre, le vice-premier ministre chinois, qui ont tous les deux affirmé ces derniers jours que Pékin allait déployer du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois également. Maintenant que cette promesse a été faite, Laetitia, comment sera-t-elle tenue? Comment est-ce que le soutien promis par Pékin peut-il se matérialiser désormais pour la Chine? Effectivement, vous avez raison Grégoire, on a eu beaucoup d'annonces pour calmer notamment l'agitation sur les marchés chinois et puis pour essayer de rassurer les investisseurs sur ces perspectives économiques. Donc maintenant, ce que l'on attendait, c'est des mesures concrètes. Alors aujourd'hui, on a eu, hier plus exactement, un compte-rendu du Conseil d'État, donc la réunion finalement du comité exécutif des autorités chinoises, qui avait pris comme décision d'accélérer et d'augmenter les remboursements de TVA pour les entreprises, les petites entreprises. Donc là, on a des mesures beaucoup plus concrètes et on voit que l'idée, c'est de soutenir via une politique fiscale plus accommodante la dynamique des entreprises pour essayer d'accompagner cette croissance économique qui a pour le moment du mal à s'installer comme on le voit dans toutes les données publiées. Alors quand on regarde les données de conjoncture avec les PMI qui flottent autour des 50, un peu au-dessus, mais on voit bien qu'il n'y a pas de dynamique. Et puis côté chiffres réels, quand on regarde les données du début d'année qui sont toujours très fragiles, puisque nous avons les effets du nouvel an chinois sur ces données, donc les fermetures d'entreprises qui perturbent l'activité réelle. Eh bien, tout ceci, toutes les données publiées nous montrent que cette économie chinoise est encore assez fragile. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que les autorités mettent l'accent sur ce qu'ils maîtrisent le plus, c'est-à-dire finalement la politique de l'offre en Chine, donc en s'attaquant aux recettes fiscales des entreprises, en essayant d'assouplir ces conditions fiscales pour les entreprises, ou en augmentant le financement via les collectivités locales, en augmentant les émissions obligataires de manière à pouvoir financer notamment l'investissement en infrastructure. Et c'est ce qu'on a vu sur ces données de début d'année, un rebond assez net des dépenses d'infrastructure telles que publiées par le Bureau national des statistiques. On progresse de 8,1% en début d'année. Sur un an, on était en fin d'année sur un rythme de 0,4% de hausse. Donc on voit bien qu'il y a eu une très nette accélération et je pense que c'est par ce biais-là qu'on va avoir les effets de cette politique économique soutenue par le gouvernement. Pourquoi ce choix d'une politique de l'offre avant tout, Laetitia? Vous l'avez dit, effectivement, c'est ce que maîtrise le mieux Pékin. Mais on sait que sur le long terme, stratégiquement parlant, le sujet de la Chine, c'est quand même aussi un sujet de demande. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des contraintes peut-être qui pèsent sur l'économie chinoise et sur le pouvoir politique chinois? Oui, effectivement, on sent bien qu'il y a ce travers que l'on retrouve chaque fois dans chacun des plans de soutien. On se penche sur l'offre et non pas sur la demande. Je crois que d'abord la réforme entière du système de protection sociale chinois est un chantier colossal. Alors même si le président Xi en permanence rappelle son objectif d'avoir la prospérité commune, ce qu'il appelle, donc d'avoir une amélioration globale du niveau de vie, on voit bien que c'est un chantier colossal. Et donc les autorités sont toujours un peu finalement partagées par cette politique du long terme qui, je crois, se viendra, mais il faudra attendre encore un peu, et les objectifs de court terme. Et le court terme, c'est essayer d'arriver à cette croissance de 5,5% qui, rappelons-le, l'objectif officiel de cette année, est un objectif très ambitieux et va nécessiter beaucoup d'efforts.
Et pourquoi ces 5,5%? Eh bien, il faut bien voir que derrière, c'est surtout pour absorber le flux de personnes entrant sur le marché du travail, qui est quand même encore considérable. Le Premier ministre Li Keqiang a rappelé, c'est 14 millions de personnes qui vont entrer sur le marché du travail cette année. Et donc, il faut pouvoir absorber ce flux. Alors, même si on le sait, la population active commence à décroître en Chine, néanmoins, on a un objectif de 11 millions de créations d'emplois quand on regarde le programme issu présenté lors des 2 sessions au début du mois de mars. Et on voit bien qu'il y a, c'est pas si évident, 11 millions de créations d'emplois, il y a 14 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Il faut donc, même si on est, comme je le rappelais, en période de décroissance de cette population active, il faut quand même pouvoir les absorber. Et qui dit, pourquoi c'est si important? Eh bien, écoutez, évidemment, pour la stabilité sociale. Et ce régime politique qui est quand même particulier, il ne tient que parce qu'il y a de l'emploi et de la progression sociale et en niveau de revenus pour chacun des Chinois. Et c'est ça le contrat social de ce gouvernement. Et c'est d'autant plus important à la veille du prochain comité central du parti politique, du parti communiste chinois, en octobre prochain, qui va avoir la nomination à nouveau pour un 3e mandat du président Xi. Avec cette nécessité d'absorber, donc vous le disiez, 14 millions de nouveaux travailleurs sur le marché du travail chinois cette année, Laetitia, au regard de cet objectif, comment est-ce que Pékin va gérer ce qui paraît être une contradiction importante, celle de sa stratégie sanitaire, qui reste visiblement une stratégie zéro Covid. On l'a encore éprouvé ces derniers jours avec des mesures de confinement qui ont touché des villes qui sont des villes importantes, à commencer par Shenzhen. Est-ce qu'il y a l'idée que cette stratégie sanitaire va devoir évoluer rapidement ? On a un peu ce sentiment-là. Les fermetures annoncées sont sur une donnée beaucoup plus courte. On commence à avoir des discussions ou des interventions de spécialistes qui indiquent que, scientifiquement, il faudrait peut-être modifier certains aspects de cette politique zéro Covid. Donc, on voit bien que les autorités sont très gênées parce qu'elles voient les conséquences. Je regardais l'évolution des ventes de détail. Dans les ventes de détail, vous avez les ventes également de tout ce qui est restauration. Et on voit que là, le bon chiffre, enfin le relativement bon chiffre du début d'année, il ne s'est fait que par l'accélération de ces dépenses de restauration. Si vous fermez, comme on l'entend et comme on le voit sur plein de grandes métropoles, toutes les activités non essentielles, eh bien, vous allez avoir de nouveau cette consommation qui va refaiblir en Chine. Or, la consommation fait partie des moteurs de croissance essentiels pour l'économie chinoise. Donc, le problème est sans fin pour la Chine et effectivement, elle doit modifier cette politique du zéro Covid. Elle ne peut plus faire autrement, sauf à renoncer à son objectif de croissance. Toujours sur le terrain économique, Laetitia, mais encore une fois, derrière cet objectif de croissance de 5,5%, est-ce qu'il y a l'idée que dans un contexte géopolitique qu'on connaît, de crise majeure, est-ce qu'il y a l'idée que Pékin, ne voudrait pas voir les choses déraper trop loin et qui impliquerait qu'il y ait un retour de bâton économique trop fort sur l'économie chinoise? Oui, sûrement. Je dirais que cette année, l'objectif réaffiché et affirmé à longueur de discours, c'est arriver à stabiliser cette croissance et ce sera fait, je pense même au détriment de potentielles amitiés géopolitiques X ou Y. L'idée de la Chine, c'est que les choses s'apaisent le plus rapidement possible. On le voit dans les discours prenant un arrêt rapide de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Majeur dans la guerre économique avec les États-Unis, par exemple, en tout cas pour cette année 2022. Oui, on sent bien que c'est plus l'objectif. Là aujourd'hui, c'est essayons de tabler sur ce que l'on maîtrise, ce que l'on peut faire pour que l'économie chinoise sorte de cette mauvaise passe. On est quand même depuis 2 ans dans un espèce de no man's land, où on a des chiffres quand même assez décevants et on a cette
potentielles tensions qui pourraient venir de la base, qui ne voient pas d'amélioration et qui pourraient un peu rechigner à suivre encore ce parti communiste qui n'apporte pas finalement un bien-être social plus important. Donc c'est vraiment pour eux une question de gérer les priorités. Je pense que la priorité, c'est calmer le jeu côté et c'est contribuer à assainir et à calmer l'environnement géopolitique, parce qu'on le sait bien, la Chine est quand même très sensible encore à la demande extérieure, au flux des marchés de capitaux internationaux et au flux d'échanges commerciaux mondiaux. Et justement, une fois qu'on a dit ça, Laetitia, sur le plan de l'investissement, est-ce qu'il y a matière à être plus constructif aujourd'hui sur les actifs chinois et notamment sur les actions chinoises qui ont fortement rebondi la semaine dernière? Qui ont fortement rebondi suite aux déclarations visant à calmer et à remobiliser les investisseurs sur ces valeurs chinoises, effectivement, de la part de toutes les autorités. Et effectivement, il nous semble que il y a peut-être un petit créneau aujourd'hui pour se dire que c'est peut-être un moment opportun d'investir sur ces marchés actions chinois, en étant toujours prudent, évidemment. Ce sont des investissements de diversification, donc on est modeste dans nos portefeuilles diversifiés notamment, et surtout faire de façon assez tactique. Aujourd'hui, on a des valorisations qui sont très faibles, et il nous semble qu'il y a une volonté politique de calmer le jeu, donc d'éviter de nouvelles annonces qui perturberaient, notamment en termes de régulation, donc profitons de ce créneau, je dirais, de cette petite fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois a une idéologie, et que cette idéologie ne s'effacera pas. Ponctuellement, elle est mise en retrait au profit de la croissance, comme je le disais précédemment, mais il me semble qu'il faut garder en tête que le Parti communiste chinois est à la manœuvre et n'oubliera pas de le rappeler dans un futur, mais un peu plus lointain, nous semble-t-il. Merci beaucoup. Question d'horizon de temps, bien sûr. Merci beaucoup, Laetitia. Laetitia Baldeschi, qui est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et poursuivons cette discussion de marché pour évoquer notamment la question de la stratégie d'investissement dans ce contexte qu'on décrit. Patrick Guérin est à mes côtés en plateau, je le rappelle. Bonjour Patrick. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Je voulais qu'on prenne le temps quand même de faire un peu l'analyse des dernières semaines. On a un mois de guerre de haute intensité révolue désormais. Le conflit a été entamé le 24 février dernier. Si on prend cette période comme référence, on a des indices actions, les indices majeurs européens, américains, qui sont sur les niveaux du 24 février, voire au-delà des niveaux du 24 février. Déjà, comment on analyse cette situation qui est toujours impressionnante ? Ce qu'on peut peut-être déjà dire avec, encore une fois, beaucoup d'humilité, c'était que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, parce qu'on ne s'attendait évidemment pas à une remontée aussi forte des indices. Presque on a vécu 4 semaines un peu folles, si je peux dire. C'est-à-dire que entre le plus bas et le plus haut, on a à peu près repris 10% sur l'Eurostock. L'exercice est à peu près le même sur les indices américains. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on avait envisagé, soyons honnêtes. On avait, nous, par exemple, chez Bordier, décidé de réduire un peu la voilure au début du mois de mars, dans notre exposition aux actions, en considérant que même s'il fallait rester investi, il n'était quand même pas totalement déraisonnable de réduire précisément le taux d'investissement. Position qu'on a conservée. Donc on a remonté, mais on a moins remonté que les marchés. Encore une fois, l'idée, me semble-t-il, c'était de protéger avant tout les capitaux de nos clients, et dans un contexte totalement imprévisible. Une guerre, c'est l'incertitude. Une guerre, c'est une situation que les marchés, par définition, apprécient assez peu, et c'est une litote, doit nous conduire à réfléchir à ce qui doit être la meilleure des situations à adopter. Qu'est-ce qui explique pour vous que les indices soient sur les niveaux actuels aujourd'hui, Patrick ? Et encore une fois, alors on dit souvent c'est assez facile d'expliquer les mouvements de marché ex post. En fait, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça. La réponse est redoutablement complexe. Et oui, c'est ça. Quels sont quand même les éléments d'explication qu'on peut avancer pour qualifier peut-être l'état d'esprit des investisseurs
au jour d'aujourd'hui, en ce 22 mars. Un état d'esprit qui sera peut-être différent dans quelques jours, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Parfaitement raison. Aujourd'hui, je pense que ce que les investisseurs ont avant tout acheté, c'est la perspective plausible, rien d'autre, d'une sortie de crise, parce que on voit bien que si on s'intéresse un instant à la manière dont le conflit se déroule, ça ne se passe pas exactement comme prévu, du point de vue de l'armée russe, qui rencontre sur le terrain, semble-t-il, des difficultés qu'elle n'avait pas envisagées, qu'en tout cas personne n'avait totalement envisagées, et on s'achemine vraisemblablement vers une situation qui nécessitera des négociations, un protocole de sortie de crise. C'est un peu ce que les marchés achètent, en fait, aujourd'hui. C'est un premier point. Ensuite, on voit que l'explosion du prix de l'énergie, notamment du pétrole, n'a pas été linéaire. Donc là encore, c'est un élément plutôt, je pense, de nature à rassurer. On a vu le pétrole tangenter vers les $130 pour le WTI, revenir sous les $100. Bon, tout ça, c'est des éléments aussi qui sont de nature à atténuer la perception du risque, en fait. Et puis, bien entendu, vous avez tout cet environnement lié à l'évolution des politiques monétaires, à la fois aux États-Unis et en Europe, où les éléments, pour le moins qu'on puisse dire, ont été compliqués à analyser, puisqu'on s'attendait, après l'annonce par la Fed d'une hausse des taux suivie d'une rafale de nouvelles hausses, à une réaction, disons, plutôt négative des marchés, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, du tout. C'est l'autre source de fascination, parce que même au-delà de ça, hier, Jérôme Powell nous dit à l'avenir, ce sera peut-être plus seulement 25 points de base, mais ce sera peut-être 50 points de base. Une fois, 2 fois, 3 fois, on verra. Tout est sur la table, d'une certaine manière. On a l'impression que les marchés arrivent à, à tourner cette situation de manière presque positive. Oui, ils ont envie de voir des choses positivement. De voir que Jérôme Powell n'est pas retenu par la crise géopolitique du moment, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle. En effet, et probablement aussi les marchés se disent, finalement, le problème de l'inflation, il va être pris en main. On peut le voir comme ça aussi. Ce qui fait qu'en effet, les taux longs US ont atteint des sommets. C'était évoqué tout à l'heure. On est à 2,30 aujourd'hui sur le 10 ans. On n'est pas très loin sur le 2 ans. On est à 2,20. Donc, il y a vraiment une tension et donc des anticipations de hausse des prix qui sont vraiment dans le marché. Pour autant, on a vu le Nasdaq hier terminer à un faible moins 0,4, ce qui est quand même extrêmement éloquent en termes de sensibilité qui est finalement moins élevée qu'on ne l'attendait. En tout cas, qu'on avait envisagé en début d'année. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec attention, parce que même si on ne peut pas, évidemment, par avance, savoir comment vont évoluer les faits sur place en Ukraine, en tout cas pour les marchés, on a quand même un peu l'impression que c'est aujourd'hui que c'est acté, en fait, cette situation. Et donc, pour nous, c'est une situation qui est on est un peu entre deux, puisqu'on se dit, est-ce que c'est le moment de reprendre du risque ? C'est peut-être un peu trop tôt, encore. Oui, mais c'est intéressant le sujet de la tech, parce que, alors évidemment, gestion privée, maison suisse, ce sont évidemment des grandes valeurs patrimoniales qui sont détenues par vous, vos clients, bien et sûr, cet univers, on va dire, de la gestion privée en Suisse, Patrick, de voir que la tech... Alors, ne baisse plus sur l'idée de la normalisation rapide de la Fed, ne baisse plus également sur l'idée d'un conflit ou d'une crise géopolitique majeure, de problèmes sanitaires en Chine, etc. Est-ce que c'est un message, effectivement, qu'il faut retenir aujourd'hui, par exemple ? Il faut Sachant regarder... que la tech avait commencé à baisser avant tous les épisodes récents de crise géopolitique, etc. Le Nasdaq a marqué son point en novembre 2021, de mémoire. Oui. Et puis a retracé, en fait, et est revenu en territoire de bear market il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et c'est-à-dire bear market, ça veut dire moins 20 quand même. Alors évidemment, le Nasdaq, c'est un peu un fourre-tout. On trouve des très belles valeurs de croissance, celles que nous aimons et que nous avons dans notre portefeuille. Et puis il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs, certes, de croissance, mais non profitables. Donc, toutes ces valeurs étaient toutes entraînées à la baisse. Aujourd'hui, le marché arrive à discerner et à faire le tri entre celles qui sont
véritablement des valeurs de croissance durable, celles qu'on aime bien, celles que vous évoquiez, et puis les autres. Nous pensons que très probablement cette tendance qui se dessine va continuer à marquer, à être confortée dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on reste investisseur sur ces valeurs-là. Ce statut de valeur patrimoniale, il reste valable aujourd'hui pour la tech rentable, et bon, les GAFAM, les grandes valeurs. Ce sont des valeurs en fait qui sont présentées à la fois comme des valeurs patrimoniales, mais parce qu'elles sont présentées comme des valeurs refuge, en fait, dans une situation qui est difficile à lire, qui reste complexe, qui est susceptible d'évoluer très rapidement. Il y a un retour en fait aux fondamentaux et il y a ces très belles valeurs dont, entre-temps, la valorisation s'est évidemment dépréciée. Donc c'est doublement attrayant. On évoquait la Chine avec l'intervenante précédente, Laetitia Baldeschi de CPRAM. Qu'est-ce que vous retenez de l'analyse qu'elle nous proposait de la stratégie et de la situation chinoise aujourd'hui, et puis sur le plan de l'investissement? Là aussi, depuis quelques années, aux côtés des grandes et des belles valeurs patrimoniales technologiques américaines, on a vu arriver aussi grandes et belles valeurs technologiques chinoises, qui ont pris un sacré coup depuis 2 ans. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, nous, on est quand même particulièrement prudents, puisque 2020 était une année exceptionnelle, 2021 était une année catastrophique, exécrable. Donc, pour ceux de nos clients qui étaient investisseurs fin 2020, ils ont pris toute la baisse de 2021 et ils sont encore largement en situation, évidemment, d'être très inconfortables vis-à-vis de la Chine. Maintenant, tout ce qui a été dit préalablement, c'est quelque chose qu'il faut analyser, digérer. Et en effet, on voit bien qu'il y a peut-être un corner en ce moment qui s'ouvre, puisqu'on a très récemment vu le gouvernement chinois avoir une approche beaucoup plus conciliante vis-à-vis de certain nombre de sujets qui faisaient débat, et même plus que débat, avec les US, notamment pour celle des valeurs qui étaient à la fois cotées à Hong Kong et cotées sur le Nasdaq. Bon, on voit qu'il y a une volonté de compromis. Bon, elle intervient probablement pas par hasard, cette volonté de compromis, puisque c'est au moment précisément où les Américains demandent aux Chinois de rester à l'écart du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Donc c'est un ensemble géopolitique qu'il faut considérer. Donc oui, regardez les marchés chinois qui, on l'a dit tout à l'heure, sont devenus très bons marchés aujourd'hui. Le PE moyen était à 18 au plus haut de 2021, il est redescendu à 10 aujourd'hui. Donc bon, ces valeurs-là, il faut quand même les regarder puisqu'elles recèlent un potentiel de croissance très fort. On pense évidemment à Alibaba, à Tencent, à Baidu, qui sont des très belles valeurs. Vraiment très très value pratiquement aujourd'hui. La tech value quoi. Tech value. Mais en même temps, quand on regarde avec un objectif un peu plus long terme, on est obligé d'avoir présent à l'esprit, au-delà des péripéties qui étaient évoquées tout à l'heure. Je parle de péripéties, mais je parlais de la crise sanitaire qui constitue une vraie difficulté que les Chinois ont du mal à gérer en ce moment et à traverser. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le PIB chinois représente à peu près 20% du PIB mondial et seulement 5% du MSCI monde. Les indices. Donc, quand on a du temps devant soi et quand on est prêt à accepter la volatilité, quand on est prêt aussi à accepter l'impondérable, et quand je parle de l'impondérable, je pense évidemment aux réactions et aux comportements de gouvernements chinois qui sont par définition imprévisibles, ça fait du sens d'en avoir un peu dans une allocation. Mais comme c'était dit avant, sous forme de diversification et rien d'autre. C'est pas le cœur de portefeuille. Évidemment non, c'est 5% du portefeuille, pas plus. Dans un portefeuille équilibré ou dynamique, ça fait du sens d'avoir une exposition à la Chine pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci beaucoup Patrick. Merci d'avoir été avec nous ce mois encore, directeur de la gestion de Bordier et compagnie. Patrick Guérin qui était notre invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons cet après-midi à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.